Voilà, bonjour à toutes et tous. Je vous propose de reprendre le cours de nos travaux. C'est la dernière session qui s'annonce passionnante. Et donc je vais vous proposer de présenter rapidement les différentes intervenantes. Et donc on va commencer avec Stéphanie Millot, qui est évidemment la coprésidente de ce brillant congrès de la SF3PA. Stéphanie Millot est gériatre et psychiatre, ça a été dit juste avant. Elle travaille avec Sylvain Lehmann à l'INM et elle co-dirige l'école de gériatrie et de gérontologie ici à Montpellier. Et donc je pense que je lui cède bien volontiers la parole. Merci beaucoup. Merci pour les courageux qui restent avec nous malgré le soleil et la plage pas très loin. Donc on va discuter ensemble de la question du repérage justement de ce fameux vieillissement pathologique en s'intéressant à une population particulière, à savoir les adultes atteints de troubles neurodéveloppementaux. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt et du coup on va se poser plusieurs questions ensemble. D'abord, qu'est-ce que c'est que vieillir ? Ensuite, comment on peut repérer le vieillissement pathologique, plus particulièrement chez nos patients avec un trouble neurodéveloppemental, et à quoi ça peut bien servir. En gériatrie, je vous l'ai déjà dit hier, on n'est pas très manichéen, c'est jamais ni complètement normal, ni complètement pathologique. On estime qu'on voyage sur un spectre qui va du normal au pathologique, et notre position sur ce spectre va dépendre de nos réserves. Plus on a de réserves physiologiques, plus on a de chances de rester plutôt du côté normal du vieillissement, parce qu'on va compenser. Et plus ces réserves s'amenuisent, plus on a de risques de passer sur une maladie plus caractérisée. Et c'est le travail du gériatre, c'est d'essayer de dépister les fragilités, mais aussi d'aider la personne âgée à renforcer ses réserves pour soit récupérer, soit continuer à compenser. Avec des choses toutes simples, on n'a vraiment pas inventé des choses extraordinaires. L'activité physique, la stimulation cognitive et sociale, et une alimentation équilibrée et source de plaisir. Et la dernière chose est très importante. Qu'est-ce qu'il en est chez les adultes avec un trouble neurodéveloppemental ? La grosse difficulté qu'on a, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Pour vous donner un exemple, en 2022, quand on faisait sur PubMed enfants et autisme, on avait environ 30 000 résultats. Et quand on faisait autisme et personnes âgées, on avait 113 résultats. Donc il y a vraiment peu de données, et pourtant c'est un vrai enjeu de santé publique. Quand on regarde le rapport de la Cour des comptes d'octobre 2023 sur les personnes handicapées vieillissantes, ce rapport nous dit qu'on a à peu près 40 à 60% des adultes en situation de handicap vieillissant qui n'ont pas de solution d'accompagnement adaptée. Et si on prend la sous-population du handicap psychique et mental, donc notamment nos patients avec troubles neurodéveloppementaux, là on passe de 60 à 80% d'accompagnement insatisfait. Donc il faut qu'on comprenne comment ces personnes vieillissent et comment on va pouvoir les accompagner au mieux. Mais du coup, comment repérer le vieillissement pathologique et déjà, qu'est-ce qu'il faut chercher ? Alors, quand est-ce qu'il faut chercher ? Quand on a des points d'appel comme une fatigabilité, un comportement défi, une perte d'autonomie, une modification de la marche ou des difficultés de déglutition, tout ça doit nous faire suspecter ce que vous a expliqué le professeur Jandel juste avant moi, bon, c'est pas par hasard, hein, je suis son élève, les syndromes gériatriques. Alors lesquels ? On va d'abord s'intéresser à la fragilité. La fragilité en gériatrie, c'est le fait d'être très vulnérable et d'avoir des conséquences majeures suite à un événement mineur. Là, vous avez l'exemple d'une personne âgée fragile, en rouge, qui présente quelque chose de mineur, une infection urinaire, et qui va perdre beaucoup en autonomie, qui va mettre du temps à récupérer et qui généralement ne récupère pas son niveau fonctionnel antérieur, contrairement à la personne âgée robuste qui est représentée en vert. Souvent associée à cette fragilité, on va avoir ce qu'on appelle la multimorbidité, c'est-à-dire l'accumulation de conditions chroniques de santé lors de l'avancée en âge. Alors très logiquement, ça augmente. En population générale, tout âge confondu, on est à peu près à 20% de multimorbidité. Et chez les personnes de plus de 85 ans, on approche les 80% de multimorbidité. Ça, c'est assez logique. Et d'un point de vue physiopathologique, cette multimorbidité est très liée à ce qu'on appelle l'inflammaging. L'inflammaging, c'est un processus de micro-inflammation à bas bruit, chronique, qui va favoriser l'émergence d'un certain nombre de maladies chroniques. Donc on a comme ça une surexpression vraiment très discrète de tout un tas de protéines de l'inflammasome
qui favorisent l'émergence, avec l'avancée en âge, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance rénale, de la sarcopénie, de l'ostéoporose et aussi des troubles cognitifs. Et donc c'est ça qui va favoriser l'émergence de ces fameux syndromes gériatriques, la fragilité, la multimorbidité et la fragilité cognitive. Cette fragilité cognitive, il n'est pas toujours facile de faire la distinction entre qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pathologique. Qu'est-ce qui est juste une fragilité et qu'est-ce qui devient un trouble neurocognitif majeur. D'autant que notre cerveau humain vieillit. On commence à vieillir dans notre cerveau à peu près à partir de l'âge de 40 ans. Donc on est nombreux à avoir passé le cap. Et on commence tous par vieillir par notre lobe frontal. C'est ce qu'on appelle le gradient antéro-postérieur. Pourquoi ? Parce que c'est la partie la plus récente dans notre évolution et donc aussi la plus fragile, elle est moins armée. Donc voilà, on passe tous par là, hein, je vous rassure. On va voir après qu'on est quand même capable de compenser. Et puis on a aussi un système qui est plus particulièrement vulnérable quand on avance en âge, c'est le système cholinergique et c'est pour ça qu'on a plus de confusion chez la personne âgée. Heureusement, on est capable de compenser grâce à nos réserves physiologiques. Ça nous permet de réparer, d'abord de résister, ensuite éventuellement si on n'a pas résisté de réparer et sinon de s'adapter. Et il s'avère que ces réserves physiologiques, notamment au niveau cognitif, sont pour 50% responsables de l'hétérogénéité des vieillissements qu'on observe dans la population. Et ces réserves, elles dépendent énormément de ce à quoi on est exposé tout au long de notre vie, ce qu'on appelle l'exposome en épidémiologie. Donc ce qu'on va manger, ce qu'on va respirer, mais aussi les événements de vie qu'on est susceptible de traverser. Donc en jouant sur ces réserves physiologiques, on va pouvoir compenser et limiter la bascule vers la dégradation neuroévolutive majeure. Pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à ces syndromes gériatriques, particulièrement dans nos populations d'adultes avec un trouble neurodéveloppemental ? Eh bien parce qu'il y a beaucoup d'arguments qui plaident pour un inflammaging précoce. Par exemple, ici dans l'autisme, enfant autiste, on a une surexpression d'un certain nombre de protéines de l'inflammasome. Donc si on a déjà une inflammation chronique à bas bruit tout jeune, a priori, on a un risque accru de développer des maladies chroniques plus tôt. Et c'était là ce qu'on observe. On a fait une étude à Montpellier qui s'intéressait au vieillissement d'adultes avec un trouble du spectre autistique associé à un trouble du développement intellectuel. Alors, avec une atteinte sévère, hein, on était sur un handicap profond, un âge développemental moyen de 22 mois dans une population âgée de 40 ans en moyenne, enfin 43 pour être précise, sur la carte d'identité. Et quand on regardait la multimorbidité, on s'apercevait qu'on avait un pourcentage de multimorbidité, hors TSA et TDI évidemment, sinon c'est de la triche, proche en fait de ce qu'on observe dans des populations âgées de plus de 85 ans, alors qu'ils ont 43 ans. C'est pareil pour la fragilité. Il y a des études, notamment néerlandaises, qui ont montré qu'il y avait une fragilité plus importante chez les personnes avec un trouble du développement intellectuel, ici en noir, comparé à la population générale. Cette fragilité, elle est plus précoce, mais elle est aussi plus intense. En population générale, quand vous êtes fragile, vous avez 3 fois plus de risques de décéder à 3 ans. Dans les populations avec un trouble du développement intellectuel, quand vous êtes détecté comme fragile, votre risque de mortalité à 3 ans est de 19,7. On passe de 3 à presque 20. Donc ce n'est pas juste quelque chose qui arrive plus tôt, c'est aussi quelque chose qui va plus vite. Pour ce qui est de la vulnérabilité cognitive, on a peu de données, parce qu'en fait, on va le voir après, c'est très compliqué d'évaluer la prévalence des troubles neurocognitifs majeurs dans cette population. Mais on a des arguments pour penser qu'il y a un risque accru parce que, par exemple, dans l'autisme, il y a une disconnectivité frontale au niveau anatomique, mais aussi au niveau fonctionnel. Ici, en électroencéphalogramme, il y a une hypoactivité gamma, une hyperactivité alpha au niveau du lobe frontal, qui est le témoin de cette disconnectivité qu'on observe en IRM. Donc, on peut se dire, si déjà ils ont un lobe frontal fragile, qu'est-ce qui va se passer quand le gradient de vieillissement normal antéro-postérieur va passer par-dessus? Est-ce que du coup, ils vont encore moins avoir la possibilité de compenser qu'une personne de la population générale qui certes commence son gradient antéro-postérieur à 40 ans, mais a des capacités pour compenser? C'est pour ça qu'on n'est pas tous déments à 40 ans. Alors du coup, on a des arguments pour dire oui, il faut aller chercher un vieillissement pathologique chez ces patients, mais comment? Avec quels outils?
est-ce qu'on peut utiliser les outils qu'on a l'habitude d'utiliser en gériatrie? Bon, ce n'est pas un scoop, hein, la réponse est non. Pour vous prendre l'exemple de la fragilité, on utilise les critères de Fried en population générale. Il faut 3 critères cliniques sur les 5 inscrits ici pour être considérés comme fragiles. Dans notre étude sur les autistes avec déficience intellectuelle, on a fait le test pour la forme et pour la faiblesse musculaire, par exemple, on utilise le grip test, c'est le gold standard, et il y en a 1 sur 2 qui ne pouvaient pas réaliser ce test. Donc il nous faut d'autres outils. Là encore, les Néerlandais sont très en avance sur nous, et ils partagent, donc c'est très bien. Ils ont mis au point, il y a 2 ans, un index de fragilité spécifiquement adapté aux populations avec déficience intellectuelle. C'est très rapide à faire, c'est en 17 items, ça prend à peu près 5 minutes. Ça permet de voir s'il y a une fragilité ou pas. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que comme c'est l'index de fragilité, ça nous permet de calculer l'âge biologique de nos populations. Pour vous prendre l'exemple des phares, quand on faisait l'âge biologique de notre cohorte qui avait 43 ans sur leur carte d'identité, on arrivait à 89 ans. Donc, je le redis, on était sur une population avec un déficit profond. Néanmoins, c'est intéressant pour déjà argumenter sur le fait qu'ils ont besoin d'une évaluation gériatrique précoce. Et c'est aussi intéressant d'un point de vue pédagogique pour expliquer aux équipes qui accompagnent ces adultes qu'en fait, certes, il a 40 ans, mais biologiquement, il a plutôt 80 ans. Et donc, c'est peut-être pas les mêmes choses qu'on peut lui demander. Et il faut peut-être qu'on réajuste l'environnement du patient pour mieux l'accompagner. Pour les troubles neurocognitifs majeurs, c'est pareil. C'est compliqué de faire le diagnostic parce que souvent, il y a un endophénotype cognitif dans ces pathologies. Et donc, quand ils ont accès à des tests de population générale, donc ça veut dire accès à un langage verbal efficient, à la lecture et l'écriture, donc ce n'est pas quand même la totalité de nos patients avec un trouble neurodéveloppemental, quand on va réussir à faire ces tests, souvent on trouve des syndromes dysexécutifs, et la question c'est est-ce qu'il a toujours été là mais on n'est jamais allé le chercher, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une dégradation frontale ou vasculaire qui est en train de s'installer? Quand il n'y a pas possibilité de faire les échelles standards, on a quelques hétéro-échelles qui existent, comme l'échelle DSQ-ID par exemple, qui va se baser sur des modifications de l'autonomie, des modifications du comportement, mais ça n'est qu'un outil de repérage. C'est pas vraiment du dépistage et encore moins du diagnostic, donc ça ne suffit pas. Donc on va essayer d'être multimodal et de s'appuyer sur d'autres outils. On peut s'intéresser à l'imagerie, quand on y arrive. Ce qui est plus intéressant dans ces cas-là, c'est de faire un TEP scan parce que la fonction est touchée avant l'anatomie. Les neurones dysfonctionnent avant de mourir. Donc le TEP scan sera plus informatif, en tout cas au début. Le problème, c'est que dans ces troubles neurodéveloppementaux, ici en orange la schizophrénie ou en vert l'autisme, il y a des régions hypométaboliques ou hypermétaboliques par rapport à la population dite neurotypique. Donc quand on fait notre TEP scan, pareil, on voit un hypométabolisme frontal. Est-ce que ça a toujours été là ou est-ce que c'est parce qu'il est en train de se dégrader? Et en général, les patients de 40-50 ans avec un trouble neurodéveloppemental n'ont pas eu un TEP scan cérébral à 20 ans. Donc on va essayer de s'appuyer sur les biomarqueurs sanguins parce que c'est quand même plus simple qu'une ponction lombaire. Et on a la chance à Montpellier d'avoir accès aux neurofilaments. On en a parlé hier avec Sylvain Lehmann. Et ça a été validé par le consortium Horizon 21, qui est un consortium international de recherche sur la maladie d'Alzheimer dans la trisomie 21. Donc ça reste un outil intéressant. On l'a dit hier, c'est aspécifique, mais ce n'est pas très grave, parce qu'en fait, dans nos populations, on n'a pas forcément envie de savoir si c'est un Alzheimer, un vasculaire, un frontal. On a déjà envie de savoir tout court s'il est en train de se dégrader cognitivement ou pas, et c'est déjà pas mal de réussir à répondre à cette question. Là encore, on en a parlé hier, c'est interprété avec prudence. C'est pas parce que c'est positif qu'il y a forcément une maladie. Donc, il faut rester prudent et c'est probablement un élément parmi d'autres pour essayer d'avancer dans le dépistage et le repérage. Fort de tous ces outils, la question c'est comment on va pouvoir mettre en œuvre tout ça, comment on va pouvoir faire ensuite ce repérage. Alors, on a la chance à Montpellier, grâce aux études qu'on a menées, d'avoir pu montrer que les patients avaient besoin d'un avis gériatrique précoce. Et donc, on a ouvert une consultation gériatrique dédiée aux adultes avec troubles neurodéveloppementaux depuis 2019. Ça va nous permettre de faire de la prévention. Ça va nous permettre de chercher les comorbidités, notamment cardiovasculaires, rénales et l'apnée du sommeil, qui est très fréquent dans ces populations, qui donne de la fatigue, de la perte d'autonomie, qui peut mimer une dégradation cognitive, mais en fait, une fois que vous les diagnostiquez et que vous les appareillez, les patients récupèrent.
Donc ça vaut vraiment le coup d'aller le chercher. Et on va essayer, quand on peut, d'agir sur la polymédication et notamment sur la charge anticholinergique, quand on peut. Et puis on va essayer de dépister les fameux syndromes gériatriques avec les quelques outils qu'on a à nos dispositions aujourd'hui. C'est pas suffisant, mais c'est un bon début. Mais comme on n'a pas envie de s'arrêter là, M. Jandal vous l'a dit tout à l'heure, on n'a pas d'âge seuil, peu importe l'âge du patient, à partir du moment où on se pose la question d'un vieillissement, on le voit. On n'est pas à 65, 70, 75 ans, on est évidemment bien plus tôt, et on essaye d'avoir des outils non invasifs. Donc je vous le disais, on est un peu têtu à Montpellier et on ne veut pas s'arrêter là. Donc dans 2-3 ans, on aura un nouveau bâtiment de gériatrie dans lequel on aura un hôpital de jour personnes handicapées vieillissantes pour faire des évaluations. Alors là, j'ai mis pluridisciplinaire, j'aurais dû dire en fait transdisciplinaire. L'idée, c'est vraiment d'offrir une évaluation la plus globale possible. Ensuite, on travaille en collaboration, et notamment avec les généticiens. On a la chance au CHU de Montpellier d'avoir le professeur David Geneviève, qui est professeur de génétique et qui voit des adultes. Et donc, via le réseau Maladies Rares Méditerranée, on peut obtenir des diagnostics génétiques pour ces patients pour personnaliser les soins. Beaucoup de nos patients ont une déficience intellectuelle et très souvent, quand on cherche la maladie rare dans la déficience intellectuelle, on la trouve. Et je voulais vous donner 2 exemples où ça a vraiment changé quelque chose. Émilie, qui a 35 ans, au moment où on la voit, je vous dis, on n'a pas de seuil d'âge. Elle est adressée à la consultation gériatrique dédiée parce qu'il y a une perte d'autonomie, elle a un terrain d'autisme associé à une déficience intellectuelle, sans diagnostic étiologique précis. Quand on l'examine, on trouve beaucoup de symptômes frontaux, avec des symptômes autistiques habituels de l'écholalie, de la persévération, mais en écoutant ses parents, parce que les patients sont toujours accompagnés par un proche à la consultation, ils nous disent que c'est vraiment plus marqué qu'avant. Et puis il y avait des petits problèmes exécutifs. C'est une championne de kayak handisport, et elle prenait ses portes à l'envers. Or, elle est née quasiment dans un kayak, Émilie, et elle n'a jamais pris les portes à l'envers. Donc même son entraîneur de kayak se disait qu'il se passait quelque chose. Émilie est adorable, donc elle accepte de faire un TEP scan. Et le TEP scan nous répond discret hypométabolisme frontal. On se dit, il se passe peut-être quelque chose, mais en même temps, c'est peut-être le TSA. Donc on le refait 1 an plus tard, et là on voit 1 an plus tard que c'est en train de s'éteindre. On se dit, il y a peut-être une maladie neuroévolutive qui est en train de s'installer, donc on va réajuster l'accompagnement d'Émilie, qui n'avait pas de polymédication, donc ça on n'avait rien à faire. On a mis en place de l'ergothérapie, on s'est battu auprès de la MDPH pour obtenir une révision de sa PCH pour financer l'ergothérapie et la psychomote, on a mis en place de l'orthophonie, et on a réfléchi à une nouvelle institution, elle était en femme, on a dit tout doucement, il faut qu'on envisage la masse, et donc il faut qu'on fasse une transition en douceur. Et en parallèle, évidemment, on l'a envoyé voir David Geneviève, qui nous a trouvé une maladie génétique, un syndrome de Kleefstra, dans laquelle il est observé des épisodes d'apathie récurrents. On a la chance d'être en lien avec Titske Kleefstra, qui est la néerlandaise qui a décrit ce syndrome, cette maladie rare, et qui nous a dit en ce moment, on essaye la mémantine et ça a l'air de bien marcher sur l'apathie. Et sans surprise, Émilie a présenté un épisode d'apathie sévère. On lui a proposé la mémantine, totalement hors AMM. Hein. Ça a bien marché, ça lui a permis de récupérer. On sait aussi que dans cette maladie, il ne faut pas de benzodiazépine. Ça a une réaction paradoxale. Or, ils sont très souvent très anxieux. Et ce qui marche bien, c'est l'olanzapine. Donc, ça nous a permis de donner des conseils aussi aux médecins coordonnateurs. Et puis, il s'avère que dans cette maladie, il y a des hypothyroïdies centrales, que la TSH d'Émilie était normale. Logique, on n'avait pas fait la T4. Qu'en faisant la T4, elle était effondrée. Donc, ça a permis de diagnostiquer aussi un problème somatique et de le traiter. Autre exemple, Sébastien, 42 ans, trouble du développement intellectuel, il nous est adressé pour chute, que l'institution interprète comme une recherche de bénéfices secondaires. Bon, Sébastien, il est non-verbal. Personnellement, je ne sais pas si on peut parler de traits histrioniques chez ce patient. Bref, c'est comme ça qu'il l'interprétait, donc il ne l'accompagnait pas dans ces moments-là, en disant on le laisse à l'écart parce qu'il fait ça pour nous mobiliser, il faut qu'on lui montre dans un esprit assez éducatif en fait, que ce n'est pas le comportement adapté qu'on attend de lui. Sauf que cliniquement, on a un syndrome parkinsonien atypique, on a de la dysautonomie, on sait que dans le Parkinson, on chute dans des situations particulières, et lui, il s'avère que c'est souvent dans des situations de stress ou de surcharge
notamment sensorielle, quand il y a beaucoup de bruit autour de lui. Donc on essaie de pédagogie avec l'équipe du foyer d'accueil médicalisé en disant c'est des émotions, c'est l'effet du Parkinson. On n'a pas réussi à faire le DAT-scan chez Sébastien. Donc peut-être il faudrait essayer de l'accompagner d'un point de vue émotionnel dans ces moments-là. Bon, je ne vous cache pas que... Enfin, c'est un peu vulgaire ce que je veux dire, on a un peu pissé dans un violon quand même. Mais c'est pas grave, on l'a envoyé voir David, qui a trouvé une maladie génétique, qui donne un syndrome parkinsonien. Donc ça nous a permis d'ajuster les traitements, de confirmer le trouble neurologique, et cette fois-ci, la pédagogie a marché. Donc c'est pas indispensable à chaque fois, mais le diagnostic de la maladie rare, ça peut vraiment changer le regard sur le patient, ça peut même parfois faire accéder à des traitements. Et ça peut aussi aider, d'un point de vue pédagogique, à interpréter les symptômes d'un vieillissement pathologique différemment et peut-être du coup d'améliorer l'accompagnement. Donc ça a vraiment un intérêt d'aller chercher ces maladies rares. Ma collègue, ici, vous en parlera encore mieux que moi après. Évidemment, il faut qu'on aille un peu plus loin. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut un score gériatrique adapté pour ces populations, pour faire du repérage de façon plus efficace. Avec Laura De Graaf, qui est ID Physician, donc le niveau de développement qu'ils ont aux Pays-Bas par rapport à nous. Donc, elle est interniste spécialisée pour les adultes avec déficience intellectuelle. On dirige un groupe de travail au sein de l'ERN-ITACA, donc il y a un réseau européen pour les maladies rares, pour essayer de développer des recommandations pour les adultes avec déficience intellectuelle avançant en âge. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il faut qu'on fasse un peu standardiser ? Notre crainte, c'est que, comme vous l'a dit François Viala hier, si on se standardise, on va perdre en complexité. Et on va mettre notre patient dans un silo et on ne va plus faire communiquer ces silos. Donc pour l'instant, on essaye de proposer des recommandations de bonnes pratiques. Donc on travaille, ça prend pas mal de temps, pour essayer de produire des recommandations européennes de bonnes pratiques. On dit que c'est déjà un bon début et qu'après on verra si on peut faire des scores gériatriques un peu plus standardisés. Mais évidemment, tout ça, pourquoi ? Pourquoi c'est important d'aller chercher tous ces éléments-là ? Parce que y a des arguments déjà pour un vieillissement accéléré, que ça peut nous permettre de mieux comprendre les trajectoires, de fluidifier le parcours de soins et le parcours de vie de nos patients, d'ajuster aussi l'environnement, et ça compte, Fanny nous en parlera juste après. Et pour reprendre une inquiétude de Stéphane Raffard hier, de réduire la stigmatisation. Parce qu'on va améliorer l'accompagnement et on va aussi améliorer la connaissance et derrière la formation. Ça va permettre d'anticiper la transition, parce que c'est des populations pour lesquelles on sait qu'il y a une transition qui pose question quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte. Et il y a pas mal de choses progressivement qui sont mises en place ces dernières années. Mais il y a une deuxième transition à laquelle personne n'a pensé, c'est adulte âgé. Et pourtant, cette deuxième vague, ils sont en train de la vivre. Et pour l'instant, on n'a pas mis en place grand-chose pour bien les accompagner. Et on sait que moins on anticipe cette transition, plus on a de risques d'être confronté à des comportements défis. Donc il y a un vrai enjeu aussi en termes de qualité de vie pour les patients et pour les gens qui les accompagnent. Alors il y a très peu de littérature sur cette donnée. Depuis 1 ou 2 ans, il y a quelques articles qui traitent essentiellement des dispositifs qu'il faudrait mettre en place, mais il n'y a pas encore d'articles qui traitent d'un test d'un dispositif. Tous ils s'accordent à dire qu'il faut un plan de soins intégré, coordonné, qu'il faut casser les silos, avec un rôle important du médecin traitant, mais aussi probablement des infirmières de pratique avancée et des dispositifs d'appui à la coordination. Donc après, il va falloir qu'on prouve que ça peut fonctionner pour que ce soit plus généralisé. Et il ne faut évidemment pas oublier que l'individu vit dans un environnement et dans une famille, avec des parents âgés, extrêmement inquiets pour le devenir de leurs enfants. Et parfois, c'est aussi les frères et sœurs qui prennent le relais, à un âge où eux, ils sont quand même en activité avec eux-mêmes des enfants et tout un tas d'autres problématiques. Donc il faut développer aussi la recherche en sciences humaines et sociales dans ce domaine pour évaluer les enjeux médico-économiques, mais aussi éthiques, d'accompagnement tout au long de la vie et aussi en fin de vie, de ces adultes qui vieillissent beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait attendre initialement. Ce sont des situations complexes qui deviennent encore plus complexes. Et là, on a des dispositifs qui sont en train d'émerger et qui nous donnent l'envie de penser qu'on est en train de chercher des solutions et qu'il y a
probablement des choses qui sont en train de se passer en ce moment. Je fais référence notamment au service public départemental de l'autonomie, dont notre directeur d'ARS vous a très brièvement parlé hier. C'est quelque chose qui est en test actuellement dans l'Hérault et dans d'autres départements et qui doit être généralisé en 2025 pour essayer d'harmoniser l'accompagnement des adultes, enfin des personnes en situation de handicap, enfants et adultes, et des personnes âgées. Donc nous, on coche 2 cases, du coup, pour nos patients là dont on parle. Et ça c'est organisé en 4 grands axes. Et celui qui nous intéresse là, c'est celui-ci, repérage, prévention, aller vers. Et pour améliorer ce repérage, cette prévention, cet aller vers, il faut qu'on forme. Il faut qu'on forme les personnes qui suivent au quotidien ces adultes pour leur donner les outils, leur apprendre à s'en servir, leur apprendre aussi à les interpréter avec prudence et leur apprendre en fait à penser vieillissement pathologique ou vieillissement accéléré face à une situation donnée. Donc c'est pour ça qu'on a développé notamment le DU personnes handicapées vieillissantes. Si vous avez des collègues dans le médico-social, n'hésitez pas, ou même en psychiatrie, en gériatrie, dans tous les cas c'est intéressant. Et cette formation, qui est portée par l'école de gériatrie et de gérontologie de Montpellier, elle ne s'intéresse pas que au côté médical, elle s'intéresse aussi aux problématiques sociales. On a tout un pan aussi sur l'appareillage, les aspects d'accompagnement de situations complexes avec la MDPH. Enfin, on essaye vraiment d'être le plus global possible. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, on essaye aussi de faire des choses plus proches du terrain et accessibles à tous, avec des capsules vidéo de formation et surtout d'information des aidants. Alors pour l'instant, on a développé des capsules qui vont être en libre accès. Je vais vous en montrer juste une, si j'y arrive. Après, je vous rassure, il ne reste plus qu'une diapo. Hop, voilà. Donc ça, c'est des capsules qui, pour l'instant, sont destinées aux proches aidants de personnes en perte d'autonomie à domicile. Bonjour, Stéphanie Mio, je suis gériatre au CHU de Montpellier. Vous allez accéder à une information réalisée par l'école de gériatrie et de gérontologie de Montpellier-Nîmes avec des professionnels de terrain et destinée aux aidants de personnes âgées en perte d'autonomie vivant à domicile. Cette information se divise en plusieurs parties. D'abord, une capsule vidéo d'introduction pour vous expliquer les grands principes de gériatrie. Puis 3 modules de 3 vidéos chacun. Un module pour vous aider à comprendre la maladie de votre proche. Un second module pour vous donner des outils pour accompagner votre proche à domicile. Et un dernier module pour vous permettre de prendre soin de vous. On ne va pas la faire entière, elle dure qu'1 minute, mais c'est pas une raison. Si, c'est vrai. Mais non, mais après, je vais être en retard pour la suite. Non, mais elles seront en accès libre, vous inquiétez pas, ne soyez pas frustrés. Elles seront en accès libre à la fin de l'année. Sur le site de l'école de gériatrie et de gérontologie, elles seront gratuites, tout ça, vous y aurez accès. Et l'idée, c'est vraiment de proposer des outils et après, chacun pioche. On le précise dans la vidéo, vous êtes l'expert de votre proche, c'est vous qui vous adapterez, qui adapterez les petits outils qu'on vous donne. Pour l'instant, c'est pour la population générale et avec l'association du Claude Uni qui gère une 20aine d'établissements médico-sociaux en Lozère, en 2025, on a pour projet de faire ce genre de capsule pour les personnes en situation de handicap avec troubles du neurodéveloppement, pour essayer d'ajuster aussi au plus près des besoins du terrain. Parce que il faut continuer à chercher. Et alors là, on est extrêmement ambitieux, donc on ne sait pas si on y arrivera, mais avec David et Geneviève, on a un projet à plus d'1 million d'euros, donc il faut trouver les sous, de développer des équipes mobiles qui combineraient gériatres et généticiens pour faire des évaluations gériatriques standardisées, un conseil génétique et utiliser les biomarqueurs capillaires pour pouvoir, en allant voir directement les adultes dans les institutions médico-sociales, pour repérer et ensuite réorienter comme il faut dans la filière de soins adéquate. En plus, hier, je vous ai fait un petit suspense sur Sylvain Lehmann, il est génial, il fait bien plus que ce qu'il vous a dit. Sylvain Lehmann, il s'est dosé les neurofilaments sur papier buvard. C'est ce petit truc-là, c'est comme un Guthrie. C'est comme un dextro, vous posez une goutte de sang sur le papier et vous l'envoyez par la poste à température ambiante. Et là-dessus, il s'est dosé les neurofilaments, mais il s'est aussi dosé des protéines d'inflammasome, il s'est dosé la vitamine D. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir montrer que ça peut permettre de repérer des syndromes gériatriques dans nos populations. Donc après, il faut trouver les sous pour y arriver.
Mais voilà, l'idée, c'est avec ces nouveaux outils et ces projets intégrés, de pouvoir proposer une prise en charge vraiment globale, de montrer que ça marche et d'en profiter pour faire de la recherche participative. C'est l'occasion aussi de rencontrer les acteurs de terrain, de remonter les difficultés et derrière, du coup, la boucle est bouclée, d'aller faire des formations avec l'école de gériatrie et de gérontologie adaptées aux besoins du terrain. C'est promis, je m'arrête là. Gardez en tête que nos patients, ils vieillissent plus vite, il leur faut des outils et il faut encore qu'on les développe, il faut qu'on forme à l'usage de ces outils pour améliorer leur qualité de vie et améliorer aussi la qualité de vie de leur environnement. C'est tout un écosystème qu'il faut accompagner. Merci de votre attention. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Il y a sûrement l'une ou l'autre question dans l'Assemblée. Oui, Maxime ? Alors oui, j'ai volontairement mis ce terme parce que c'est un terme utilisé dans le médico-social. C'est signe qu'il faut qu'on fasse vraiment voyager, communiquer nos mondes. C'est ce que nous, on appelle les troubles du comportement. Dans le médico-social, on appelle ça des comportements défis. Alors, j'ai trouvé ça intéressant comme terme parce que c'est une façon de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça nous challenge. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif. Et ça peut nécessiter de réfléchir de façon très fonctionnelle. Noémie, que vous avez entendu tout à l'heure, qui travaille aux écureuils à Montpellier, en est un bel exemple. Elle s'est intéressée justement à l'apnée du sommeil dans son foyer de vie. Et en fait, en dépistant l'apnée du sommeil, en réajustant les appareils, elle s'aperçoit qu'il y a moins de troubles du comportement. Donc, c'est souvent un point d'appel. Et souvent, en fait, on trouve quelque chose d'organique. Je sais que c'est un gros mot, il ne faut pas le dire. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation qui donne plein d'espoir. Est-ce que sur le diagnostic différentiel dépression, troubles neurocognitifs débutants, entre 30 et 50 ans, on va dire, vous avez des approches qui vous permettent, alors soit sur l'interprétation du bilan neuropsychologique quand il peut être fait, soit sur des symptômes, on va dire peut-être atypiques ou plus ou moins typiques de la dépression, des pistes pour orienter le clinicien? Oui, alors nous on utilise l'échelle de Rice, mais qui est une échelle sous licence payante. On peut s'arranger. Et ça s'intéresse à des éléments, alors chez les patients déficients vraiment possicommunicants, peu verbaux ou non verbaux, ça s'intéresse à des éléments comportementaux. C'est pareil, c'est que du repérage, mais ça nous donne des pistes. Et en plus, on va effectivement en neuropsy et les biomarqueurs pour voir si tout est négatif, ou bien qu'on a un profil un peu particulier, un peu atypique. Peut-être qu'il y a une question de dépression, et donc dans ces cas-là, souvent on propose un traitement d'épreuve. Et si ça marche, c'est super, et si ça ne marche pas, on essaye de trouver d'autres idées. Sachant que dans la dépression, les neurofilaments ont l'air de bouger un petit peu. Pas autant que dans le neurodégénératif, mais un petit peu quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent dans l'interprétation. Mais vraiment, quand on n'a aucun marqueur positif, on se dit, il faut qu'on cherche autre chose. Et effectivement, on se pose souvent cette question-là. Merci beaucoup encore, Stéphanie. Et donc, je propose à Mylène Moyel d'intervenir maintenant. Vous travaillez comme psychiatre au GHU à Paris et notamment au Centre de maladies rares, expression psychiatrique. Et vous avez une communication au titre éponyme. Bonjour à tous, ouais, c'est mieux. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente de venir parler à ce congrès de la prise en charge des adultes avec maladies rares à expression psychiatrique. Donc, je travaille au centre de référence maladies rares au GHU à Sainte-Anne. Je travaille avec le docteur Boris Chaumette. Voilà. Donc, dans ce centre de référence maladies rares à expression psychiatrique, on a deux principales missions. D'abord, on suit les patients porteurs de maladies rares. Donc, c'est des patients qui ont des troubles du neurodéveloppement avec des expressions psychiatriques et pour qui on a identifié une maladie rare sous-jacente. Et donc, on voit ces patients. Et notre deuxième mission, c'est aussi d'identifier des maladies rares chez des patients avec troubles psychiatriques qu'on pourrait qualifier d'atypiques.
On va rediscuter. Donc là, c'est des petits exemples de maladies rares avec des expressions psychiatriques. Donc peut-être que ça va vous parler un petit peu. Le syndrome de DiGeorge, le syndrome de 22q11, le Phelan-McDermid, le Klipstra, on en a parlé juste avant, donc c'est parfait. Syndrome de Prader-Willi, enfin voilà, quelques maladies rares, mais il y en a beaucoup, et on en découvre tout le temps, avec des expressions psychiatriques. Et la nouveauté, c'est qu'on est en train de se rendre compte, donc ils sont hyper bien phénotypés enfants. Les généticiens, les pédiatres, les neuropédiatres, ils ont fait un super travail où on sait quels sont les signes cliniques que ces patients peuvent avoir enfants. Mais on est en train de se rendre compte qu'ils grandissent, qu'ils vieillissent. Et en fait, ces enfants porteurs de maladies rares, on les perd de vue quand ils grandissent et qu'ils quittent les services de pédiatrie. Parce que quand on quitte un service de pédiatrie, on est super bien pris en charge, on se retrouve dans les services adultes où en fait on ne voit plus trop les patients, on les perd de vue, ou alors on les perd de vue parce qu'ils restent dans leur milieu de vie en médico-social. Et donc on a du mal à suivre ces patients à la transition enfant-adulte. Et pourtant ce moment est un moment clé pour l'apparition des troubles psychiatriques. On sait que ça apparaît entre 15-25 ans, donc c'est le moment où apparaissent les troubles psychiatriques et c'est le moment où on les perd de vue. Alors, je vais vous donner des petits exemples en prenant plusieurs exemples de maladies rares où en fait les interventions qu'on peut proposer vont permettre de changer, d'améliorer un peu les choses. Donc ça c'est le syndrome de 22q11, la maladie de DiGeorge, qui est la maladie rare la plus fréquente. On commence par donc c'est quand même une naissance sur 4000. Et en fait, c'est une microdélétion sur le chromosome 22, sur le bras long du chromosome 22. La délétion, elle va changer de taille en fonction des patients. Et ces patients, donc, ils ont des atteintes évidemment multiples, des atteintes cardiaques, des atteintes ORL, etc. Et ça, c'est un peu l'évolution de leur suivi avec l'âge, avec les différentes spécialités. Donc on voit au début, ils sont beaucoup suivis par des généticiens. Je ne sais pas si on voit grand-chose en fait, mais ils sont beaucoup suivis par des généticiens au début, par des cardiologues, des ORL. Et puis après, apparaît le psychiatre. En fait, le psychiatre apparaît vers 18 ans, quand il a la chance de croiser un psychiatre aussi. Et ensuite, le psychiatre reste assez longtemps, ça c'est à l'âge adulte, il reste assez longtemps pour le suivi. Et donc, ce moment d'apparition des troubles psychiatriques, ce moment où apparaît le psychiatre, c'est vraiment adolescence, jeune adulte. Parce qu'on sait que ces patients porteurs du syndrome de délétion 22q11, ils sont plus à risque que la population générale de développer des troubles psychiatriques, notamment des schizophrénies, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux. Donc on les voit à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça change de prendre en charge une schizophrénie dans le cadre d'un syndrome 22q11 ? On pourrait se dire, à quoi ça sert d'avoir un suivi spécialisé ? Est-ce qu'il y a des spécificités ? Donc ça, on est en train... au fur et à mesure de les découvrir, mais ce qu'on voit et ce qu'on sait, c'est qu'ils ont une résistance aux antipsychotiques. Ils vont avoir des effets secondaires assez précoces au traitement, et notamment des effets secondaires extra-pyramidaux. Ils ont un risque plus élevé que la population générale de voir des maladies de Parkinson, et donc on va se retrouver à aller assez vite au traitement par clozapine. Seulement, on sait aussi qu'ils ont un risque d'épilepsie augmenté. Donc, la clozapine, elle baisse quand même le seuil épileptogène. Ils sont à risque aussi d'aplasie thymique, de spécificité immunitaire. Donc on a une surveillance accrue aussi des globules blancs avec la NFS. Donc on a plusieurs spécificités. Et puis l'autre chose, c'est que ces patients porteurs, je suis désolée, porteurs de syndrome de 22q11, ils peuvent participer à de la recherche. Il y a des traitements qui se mettent en place, des traitements de phase 2 pour traiter la schizophrénie dans la délétion 22q11. Et puis aussi... ils peuvent participer aux associations de maladies rares. Les maladies rares, les associations sont quand même très, très fortes et très fédératrices aussi. C'est très utile pour les patients, pour les familles. Donc voilà pour le 22q11. Ensuite, je voulais vous parler du syndrome de Prader-Willi. Le syndrome de Prader-Willi, c'est une autre maladie rare où c'est une obésité syndromique. C'est des patients qui vont avoir l'absence de cécité, donc avec des troubles du comportement alimentaire, et des IMC qui peuvent aller à 50, 60... Voilà. Donc chez ces patients, on va éviter au maximum les antipsychotiques parce qu'on a un risque de prise de poids. C'est des patients qui, à l'adolescence, jeune adulte, développent des troubles psychiatriques comme des schizophrénies, des dépressions, de l'anxiété. Donc il faut vraiment éviter les antipsychotiques avec le risque de prise de poids. Éviter au maximum les benzodiazépines. Je suis contente qu'on ait parlé du SAOS, du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, juste avant. Parce que donc, ces patients en surpoids sont vraiment à risque de SAOS, et les benzodiazépines vont aggraver les pauses respiratoires et les apnées du sommeil.
Et donc il y a de plus en plus d'études qui montrent que donc on ne peut pas utiliser les antiépileptiques. Il y a de plus en plus, on peut pas utiliser les antipsychotiques, et il y a de plus en plus d'études qui montrent que les antiépileptiques, et notamment le topiramate, peut avoir une bonne efficacité chez ces patients. Et là, c'est un exemple, alors je suis désolée pour la photo, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais elle se grattait énormément le cou, avec des grattages anxieux, et on voit que le traitement, donc ça c'est après 3 mois de topiramate, le traitement a nettement amélioré le grattage. Voilà. Alors, je vous parle ensuite du syndrome de Phelan-McDermid. On fait un petit tour des maladies rares, mais voilà. Le syndrome de Phelan-McDermid, c'est le gène SHANK3 qui est sur le chromosome 22. C'est une délétion ou une atteinte de ce gène. La protéine SHANK3, donc qui code pour la protéine SHANK3, et la protéine SHANK3, elle est hyper importante pour le fonctionnement des récepteurs NMDA. Et en fait, ces patients, donc, qui ont des complications cardiaques, des complications digestives, vont à l'adolescence développer un syndrome qui est le syndrome catatonique. Donc 53% des patients atteints de syndrome de Phelan-McDermid développent des catatonies, donc c'est une fluctuation de l'état moteur avec des agitations, des patients qui ne dorment pas pendant 1 semaine, 2 semaines, et ensuite des moments de stupeur, d'immobilité, où ils refusent de manger. Alors. Donc là, je vous montre une vidéo d'un patient, ça marche. On voit un trouble de la marche avec des prises de posture assez impressionnantes. Donc ça, c'est le syndrome de catatonique chez ces patients qui ont en plus des expressions particulières. Voilà. Et pour ces patients avec syndrome de Phelan-McDermid, ils tolèrent super mal les traitements recommandés dans la catatonie habituellement. Donc le lorazépam, qui est quand même le traitement de première intention, est très mal toléré chez ces patients, avec ça augmente l'agitation. Et puis les ECT, déjà on a un problème d'accessibilité, hein, même à Sainte-Anne on a du mal à faire des ECT à nos patients, et parce qu'il y a des listes d'attente énormes, et puis ça demande aussi, se pose la question du bénéfice-risque, de la tolérance et des cures au long cours. Voilà, donc nous dans l'équipe, on développe un traitement en essayant un traitement qui puisse être une alternative aux ECT, pour éviter les ECT, qui est la TDCS, la stimulation transcrânienne à courant continu. Donc on applique un courant avec 2 électrodes, donc c'est un courant de 2 mA. On fait des sessions de 20 minutes 2 fois par jour. Et ça a amélioré, donc ça c'est le score de Bush-Francis, c'est un score de sévérité de la catatonie. Ça a amélioré ces patients assez nettement. Alors c'est 4 patients, mais bon on est dans une maladie rare, donc c'est déjà pas mal. Donc 4 patients qui se sont améliorés nettement et qui n'ont pas eu besoin de CT. Donc ça c'est pas mal aussi. Ils se sont améliorés notamment sur le langage, où c'est des patients qui ne parlaient plus du tout, qui étaient complètement mutiques et qui ont pu récupérer un peu la parole. Mais aussi sur l'incontinence fécale ou l'incontinence urinaire, avec des régressions comme ça sur ces comportements-là, et ils ont récupéré avec la TDCS. Donc la TDCS dans la catatonie, je fais un petit aparté, mais ça concerne aussi les maladies rares. Mais on monte un protocole à Sainte-Anne avec le docteur Marion Plaz et le docteur Alexandre Arroche, où on propose la TDCS chez les patients catatoniques. En attente des ECT, ça peut être une bonne option vu la liste d'attente, vu le risque de morbimortalité de la catatonie. Donc voilà, donc c'est un protocole qui a commencé en janvier. On a inclus 2 patients déjà, dont une patiente avec un syndrome de Phelan-McDermid. Voilà, donc c'est TDCS actif ou TDCS placebo. Ensuite, je vais vous parler de la trisomie 21, le Down syndrome. Alors, c'est pas une maladie rare, hein, la trisomie 21. C'est une naissance sur 800. Et donc, on connaît bien le risque de maladie d'Alzheimer dans la trisomie 21, parce que sur le chromosome 21, il y a la protéine APP, donc un surrisque bien connu de maladie d'Alzheimer. Et pourtant, ils sont peu étudiés dans les essais cliniques de maladie d'Alzheimer. Il n'y a jamais de patients avec trisomie 21. Ça, faut que ça bouge aussi. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Habituellement, les patients trisomie 21 donc, qui développent la maladie d'Alzheimer, c'est plutôt vers 40 ans. Voilà. Et nous, on voit plutôt ces patients-là. On voit ces patients vers 20 ans, car certains patients présentent une régression comportementale. Donc, c'est des patients qui évoluaient très bien et qui, à l'âge de l'adolescence, jeune adulte, alors qu'ils savaient écrire, alors qu'ils avaient certaines compétences, ils régressent au niveau de ces compétences-là, donc ils ne savent plus écrire, ou alors ils étaient autonomes pour aller aux toilettes et ils ne sont plus autonomes pour aller aux toilettes ou pour la douche. Et ça, c'est un syndrome qui est de plus en plus décrit et qui serait plutôt lié à une anomalie du système immunitaire. Parce que sur ce chromosome 21, en plus de la protéine APP, il y a évidemment plein d'autres gènes, et notamment des gènes qui sont importants dans le système immunitaire.
les gènes de l'interféron par exemple. Et donc on sait que ces patients avec trisomie 21 ont des dysfonctions du système immunitaire. Ils ont plus d'auto-anticorps, c'est le schéma en haut, plus d'auto-anticorps que la population générale contrôle saine. Et ils ont une interféronopathie, donc des anomalies de l'interféron, et probablement que ce syndrome qui est décrit de plus en plus, qui est le syndrome de régression dans le cadre de la maladie 21, est lié à une dysfonction du système immunitaire. Et donc, aux États-Unis, il y a des protocoles où ils traitent les patients par IGIV. Donc, ils font des injections d'immunoglobuline intraveineuse pour traiter ce syndrome-là, avec des plutôt bonnes réponses. Il y a 80% des patients qui vont répondre au traitement, mais des rechutes à distance. Et donc, nous, on a fait une première patiente à l'hôpital Sainte-Anne, mais aussi en association avec l'Institut Jérôme Lejeune et l'hôpital Robert Debré. Donc on a traité cette patiente, c'est une patiente de 17 ans, qui avait une régression des acquisitions. On a d'abord été rechercher, parce que c'est important d'aller rechercher le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Elle avait un syndrome d'apnée obstructive du sommeil avec 40 apnées par nuit. On l'a traitée avec l'appareil en pression positive et ça ne s'est pas amélioré. Elle n'a pas récupéré sur cette régression des acquisitions. Et donc on a traité, on a aussi essayé un antidépresseur. On a essayé de la sertraline, 75 mg, elle n'a pas répondu à ce traitement-là non plus. Et donc on a essayé ce que faisait aux États-Unis l'équipe de Santoro. On l'a traitée par une immunoglobuline intraveineuse. Et en fait, elle a bien répondu. Alors ça, c'est l'échelle de Bush-Francis, c'est l'échelle de catatonie, parce que c'est des patients qui sont très lents et qui ont aussi un syndrome catatonique. Donc elle a très bien répondu aux injections d'immunoglobuline. Les parents étaient hyper contents parce qu'ils retrouvaient leur fille, mais en fait ça n'a pas tenu, c'est-à-dire qu'à distance des injections, elle rechutait. Donc vous avez une injection par mois, on l'a fait pendant 6 mois et elle rechutait à distance de ces injections. Donc ensuite maintenant elle est traitée par un traitement JAK inhibiteur, donc c'est aussi un traitement anti-inflammatoire et ça marche relativement. Ça c'est une échelle, ça c'est la même patiente avec l'échelle de la Vineland qui est une échelle d'autonomie. On voit que la patiente a aussi, donc elle s'est améliorée en autonomie avec le traitement. Mais ça n'a pas tenu dans le temps, malheureusement. On va commencer avec l'Institut Jérôme Lejeune et l'hôpital Robert Debré un protocole, on a appelé le protocole Osiris, qui est un protocole où on va traiter les patients trisomie 21 régressés avec des immunoglobulines intraveineuses ou des traitements par JAK inhibiteur. On va faire plusieurs bras. Voilà, une vingtaine de patients. Donc ça, c'était pour la prise en charge des patients avec maladies rares. Donc vous voyez, le fait d'avoir une maladie rare identifiée, ça change un peu les choses pour le patient, parce qu'on sait quel traitement va mieux fonctionner, moins bien fonctionner, le topiramate pour le Prader-Willi, la TDCH chez le patient Chang-3, enfin Phelan-McDermid. Et l'autre mission du centre de référence maladies rares, c'est aussi d'aller dépister les maladies rares. Donc on dépiste les maladies rares en faisant des séquençages de génome. On séquence tout l'ADN du patient pour chercher une mutation, une délétion qui puisse expliquer le tableau clinique du patient. Donc on le fait, on a plusieurs indications quand il y a une maladie psychiatrique, donc schizophrénie, dépression, trouble bipolaire associé à un trouble du neurodéveloppement, trouble du spectre de l'autisme, TDAH, dyslexie, dyspraxie, etc. Là, on peut aller au séquençage de génome. Et en fait, on a des indications qui sont assez larges. Alors, on a appelé ça trouble psychiatrique majeur, donc on regroupe tout le monde, schizophrénie, bipolarité, dépression. Et si on a des débuts précoces, par exemple, si on a des résistances thérapeutiques, des effets secondaires précoces des traitements, des catatonies, on va assez vite au séquençage de génome. Et je vais vous montrer les résultats. On a aussi commencé à le faire chez les patients qui ont des troubles bipolaires, avec des troubles neurodégénératifs atypiques à début précoce, avec fluctuations cognitives. On a aussi proposé des séquençages. Donc, le taux de diagnostic moléculaire, dans combien de cas on arrive à trouver une maladie rare qui va quand même changer la vie du patient, changer la vie des parents, parce qu'on donne une explication de ce qui se passe. En fait, pourquoi mon enfant a des difficultés depuis très longtemps. C'est pas parce que pendant la grossesse j'ai bu un verre d'alcool, ou parce qu'à 1 an il est tombé par terre, ou parce que, enfin, on a plein d'inquiétudes en tant que parents. Donc ça donne des réponses, et puis ça permet d'accéder à des traitements. Donc, quel est le taux de réussite en fait du génome quand on prescrit dans la déficience intellectuelle? On est à 5 cas de réussite où on trouve un diagnostic. Donc aujourd'hui, on sait pourquoi les patients ont des troubles du développement intellectuel. Dans la plupart des cas, on y arrive. Dans le trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, on est à 9%.
bon, il faut qu'on continue à découvrir de nouveaux variants. Et puis dans la schizophrénie, qu'on a appelée schizophrénie syndromique, donc avec ces troubles du neurodéveloppement associés, ces débuts précoces, etc., on a quand même 25 à 30% de taux de succès, donc c'est assez énorme. Et chez les patients bipolaires avec un trouble neurodégénératif, on a pour l'instant séquencé 10 patients, et chez un patient, on a trouvé des mutations de C9 une mutation de C9 ORF72, qui donne ces tableaux de démence. Une autre chose qu'on fait, en plus de ce séquençage de génome, on fait aussi de la pharmacogénétique. La pharmacogénétique, c'est qu'on regarde la génétique de nos cytochromes et de nos systèmes HLA. Donc les cytochromes, c'est les molécules qui permettent de métaboliser les traitements. On peut être métaboliseur rapide ou métaboliseur lent pour les traitements. Et donc on regarde le profil génétique de ces cytochromes. Et donc si on est métaboliseur rapide, il faudra plutôt augmenter les doses. Si on est métaboliseur lent, il faudra plutôt baisser les doses de traitement. Et donc on rend aux patients, aux psychiatres traitants des tableaux comme ça avec les différents médicaments et le profil du patient pour les traitements. Donc ça, c'est un exemple pour un patient. On voit que la clozapine, c'est assez safe. On peut y aller en tout cas par rapport à son profil de cytochrome. On peut aussi rendre le profil HLA, et on sait qu'il y a des profils HLA qui sont plus à risque de neutropénie et d'agranulocytose que d'autres. Donc ça peut un peu nous rassurer, et on espère pouvoir un peu, pour certains patients, détendre la surveillance de NFS toutes les semaines et tous les mois. Et puis on voit que ce patient, il faut faire attention avec les antidépresseurs, parce qu'il est métaboliseur lent sur le cytochrome de C19, et donc il faut faire attention avec les citalopram, mettre des doses plus basses. Une autre activité que j'ai commencé récemment, c'est qu'on va en lieu de vie. Alors on a une collaboration avec la fondation John Bost, et on va sur les lieux de vie, les foyers d'accueil médicalisés, les maisons, les maisons d'accueil spécialisées, les IME, pour refaire les diagnostics cliniques, refaire les diagnostics fonctionnels, refaire surtout les diagnostics étiologiques. Donc on va faire des génomes, le séquençage de génomes sur place, et puis évaluer les traitements, parce que ces patients ont beaucoup de traitements. Chaque psychiatre qui arrive met un nouveau traitement, sans enlever les anciens. Voilà. Et ça, c'est donc notre équipe. Et puis notre adresse mail, si vous voulez nous adresser des patients ou nous demander des avis. Merci beaucoup. Très roboratif, donc passionnant comme exposé, avec plein de questions, j'imagine également. Je me disais, c'est vraiment, on est aux prémices d'une psychiatrie personnalisée, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à pouvoir soigner les personnes avec vraiment une précision de plus en plus. C'est probablement ce qui va se passer pour l'ensemble des patients dans les années qui viennent, si les moyens suivent. C'est ça, si les moyens suivent. L'idée, ça serait donc de pouvoir faire des génomes à tous les patients, en fait, parce que là, on a identifié des patients pour qui on aurait un taux de succès plus important, mais il y a probablement des maladies rares aussi chez les patients qui ont des schizophrénies sans début précoce. Voilà. Et vous dites si les moyens suivent, mais en fait, on a l'idée qu'un génome, ça coûte super cher, et ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte 450 € de faire un génome en trio avec les 2 parents, donc c'est pas si cher, on peut le faire. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans l'Assemblée? Ici? Je ne sais pas si ma question a un grand intérêt. Comme on est quand même dans un congrès de psychiatrie de la personne âgée, je voulais savoir l'âge, la fourchette haute d'âge des patients que vous bilantez. Il n'y a pas de fourchette haute. Non, mais dans votre expérience à vous, votre patient le plus âgé, il a quel âge? Oui. Alors, dans les lieux de vie où je vais, la moyenne d'âge, c'est 30 ans. Donc, c'est jeune. Après, là, on voit en consultation des patients qui ont des troubles neurocognitifs, des troubles neurodégénératifs sur des troubles bipolaires. Et ceux-là, ils ont 90 ans. On leur fait des tests génétiques. Ça peut intéresser la famille aussi, Oui. Je pense que ça peut quand même aussi, si on a le profil pharmacogénétique associé, ça peut nous aider sur la réflexion thérapeutique. Voilà, savoir si ce patient va mieux tolérer l'antidépresseur, s'il faut, des choses comme ça. Sur le profil HLA, de savoir si vraiment il faut surveiller. Bon, ça, pour l'instant, on est obligé, mais sur la surveillance NFS. Et puis, pour le reste de la famille du patient, ça peut avoir un intérêt pour faire du conseil génétique. Et moi j'avais une question, c'est comment vous gérez les données incidentes des exomes du coup? Oui. C'est avec les généticiens évidemment, mais sur ces populations qui sont fragiles, comment on peut
Alors, ça dépend s'ils ont choisi d'avoir les résultats des données incidentes aussi, mais voilà, à quel point ils vont pouvoir gérer aussi émotionnellement l'annonce de la donnée incidente. Alors c'est pour ça que c'est hyper important de travailler aussi avec les généticiens. Donc quand on prescrit un génome, c'est le prescripteur qui doit faire le rendu du génome. Donc on rend et pour l'instant, pour le génome, dans le plan France Médecine Génomique, on ne rend pas les données incidentes pour l'instant. Donc les données incidentes, c'est par exemple, on trouve un surrisque génétique de cancer du sein. Pour l'instant, on ne les rend pas. Donc quand on fait des exomes, c'est des données qu'on rend si le patient a coché la case, donc, et c'est la famille, donc il faut avoir expliqué en amont en quoi ça consistait. Et récemment, j'ai fait une donnée incidente de patients qui avaient un risque de mucoviscidose, mais qui était hétérozygote pour la mucoviscidose, et ça a aidé la famille. Donc toute la famille s'est fait dépister pour éviter le risque qu'un enfant puisse être atteint de mucoviscidose. Donc voilà, mais il faut en discuter en amont. Enfin, c'est hyper important avant la prescription du génome de se dire on peut tomber sur un truc qu'on n'avait pas prévu de chercher, qu'on n'avait pas prévu de trouver, et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous serez d'accord pour avoir le résultat, sachant qu'on ne rend les données incidentes que si on peut faire quelque chose. On ne va pas rendre une donnée incidente de risque de maladie d'Alzheimer, pareil. Bon, peut-être choqué, mais pour l'instant, on ne rend pas de données incidentes où on n'a pas une action directe à faire aux patients. Si on a un surrisque de cancer du sein, on va faire la surveillance rapprochée, voire la mastectomie, donc il y a quelque chose à faire. Merci. Est-ce qu'il reste une question? Auquel cas, je propose de passer. Alors, je vais accueillir Fanny Serez, qui est docteur en architecture et qui est cofondatrice d'un atelier d'architecture Agrécir et qui est spécialisée dans les lieux de vie institutionnels et qui va nous parler effectivement de architecture et transition. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci au professeur Gilles Nargeot d'avoir dirigé ma thèse il y a 10 ans maintenant. Voilà où on se retrouve. Donc je vais vous parler d'architecture, enfin d'environnement bâti et de troubles du comportement. Et puis pour vous donner un petit exemple concret, dans cet environnement, il fait très chaud et ça va générer chez moi un trouble du comportement, de la désinhibition. Voilà. Et puis, ça génère aussi un peu chez vous d'apathie et puis un peu de tentative de fugue. Là, j'ai vu. Donc, si on avait fermé les portes, au bout de combien de temps l'agressivité serait montée? Voilà, donc c'est un peu pour parler de tout ça. Et puis pour conclure aussi ce congrès, je voulais vous présenter certains travaux qu'on a pu mener dans les lieux de vie institutionnels, qui sont des lieux qui sont particuliers où on a des publics qui cumulent plusieurs vulnérabilités et puis pour lesquels se pose la question de leur qualité de vie. Généralement, on vient me chercher pour me dire comment pourriez-vous nous aider à faire de ces lieux une maison? Bon, quand on voit ça, on est assez loin. Je vous présente cette étude qui est particulièrement intéressante parce que en 2017, l'Institut gériatrique Hélio-Marin, donc, qui est un hôpital et qui possède 60 places en unité de psychogériatrie, nous appelle. L'établissement est neuf, 25-30 millions d'euros peut-être plus tard. On s'est planté. Voilà. Et donc, aidez-nous. Voilà. Donc, on a commencé par 2 journées totales d'immersion. Et ces unités sont configurées de cette façon-là, très classique pour des unités, vous en avez sans doute vu 1000, où on a une entrée, un couloir de déambulation circulaire, un bureau des soignants que vous voyez ici, vitré 360, et puis une série de chambres dupliquées qui ressemblent furieusement à l'hôpital. Donc, ce qu'on observe quand on fait cette immersion, d'abord, c'est qu'on rentre entre des locaux de poubelle et une chambre, et puis que le monsieur qui était là, on est là sur des profils de psychogériatrique assez avancés, pensait avoir 37 ans et être dans son collège, et souhaitait m'offrir un café, ce qu'il ne pouvait pas faire puisque l'armoire de sa chambre était fermée. Donc ce monsieur me dit « mais je sais où est la clé, suivez-moi ». Je dis « ah bon, qui a la clé ?» Les surveillantes. Voilà. Et c'était intéressant le vocabulaire qu'il emploie, et il m'amène précisément à ce bureau vitré, qui n'est pas sans rappeler les panoptiques des univers carcéraux. Et une fois qu'on était là, il me dit non, en fait, c'est elles qui ont la clé, les secrétaires. Je dis « ah bon, mais comment vous savez que c'est les secrétaires? Elles passent leur journée derrière l'ordinateur. » Voilà. Et une fois qu'il nous dit ça, on arrive donc dans cette salle, et il me dit « et ici ?» c'est le réfectoire. Voilà. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant l'interprétation qu'il avait de l'environnement. Donc on a été en immersion comme ça pendant 2 jours à écouter, à observer, et puis au bout de ces 2 jours, nous-mêmes enfermés dans ce lieu, à tourner autour de spatiaux et à chercher désespérément quelque chose à faire, et puis à avoir aussi furieusement envie de fuir. Parce que franchement, j'avais la chance de rentrer chez moi, et une dame qui me disait en touchant la table « il n'y a plus rien ici ». Donc il n'y a plus rien ici, et
priori, je ne suis pas atteinte de troubles cognitifs, donc voilà, mais je commençais moi-même à développer des troubles, je le disais, hein, et on a commencé à s'intéresser à ça et à discuter avec les professionnels pour observer qu'elles étaient très en difficulté, ces professionnels, parce qu'elles passaient un très grand temps à gérer les troubles et ce qu'elles n'avaient pas le temps de faire. Comment ça se soldait? Ça se soldait par une contention généralisée. La contention, elle avait plusieurs formes. Hein. C'était, je vous parle de la fermeture du placard. La plupart des personnes n'avaient pas accès à leur chambre. Certains étaient attachés à leur fauteuil et d'autres étaient sédatés et attachés à leur fauteuil. Et voilà. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, les gens présentent un risque de chute qui commence à être majeur et puis surtout ne peuvent plus se rendre aux toilettes seuls, manger seuls, ce qui avait pour conclusion d'augmenter la charge des professionnels qui conduisait à des situations qui étaient clairement sévères de maltraitance, d'épuisement et à la fin, plus, à quoi bon vivre ici? Et puis aussi, on dit oui, il y a un problème d'attractivité des métiers. Oui, mais c'est quoi le sens de mon métier quand je suis là? Donc ça nous a vraiment questionné sur tout ça et on s'est dit nous-mêmes, hein, au bout de combien de temps, si on était enfermé en unité protégée, on développerait les mêmes troubles que ces personnes. Et puis, alors ça, c'est vieux comme le monde, hein, mais vous vous souvenez sans doute de ce film, hein, Vol au-dessus d'un coucou, de cet homme sain d'esprit enfermé et qui finit par développer des troubles majeurs qui sont liés finalement uniquement à leur environnement social et physique. Et dans les cas plus typiques de maladie d'Alzheimer, il y a eu de belles revues de la littérature qui montrent à quel point des critères environnementaux physiques ont un impact majeur sur certains troubles du comportement. Et avec désormais une revue de la littérature qui a été bien étendue, notamment par le World Alzheimer Report, et qui permet de montrer que près de 80% des troubles du comportement observés sont d'origine environnementale. Et là, on se demande, si on veut aller vers tous les autres points, pourquoi ne pas agir vraiment? Donc là, je vous présente plus spécifiquement ça sur les unités de psychogériatrie. On est en train de mener le même travail dans le champ de l'autisme. Il est probable que ça soit encore plus élevé. Donc, je vous rappelle ma mission au départ. Je suis architecte, c'était une mission d'éco. Alors en fait, moi j'ai dit c'est super, mais en fait, le jour où on en sera à faire de la déco, ce n'est pas votre principal problème. Votre principal problème, c'est ce vide, hein, ce néant, et une professionnelle qui me disait, pourvu qu'il ne leur arrive rien, ma réponse, alors ça c'est gagné, il ne leur arrive rien du tout. Mais c'est tellement mortifère, hein, ce rien du tout, ce vide absolu. Il faut qu'on ouvre, il faut qu'on enrichisse l'environnement, et il faut qu'on accepte une certaine prise de risque. Et ça, évidemment, ça demandait un partage des responsabilités, ça demandait d'être très au clair sur le projet. Quelque chose comme 18 réunions plus tard avec ces professionnels, nous arrivons à transformer ces lieux avec quelques principes simples du type, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, par exemple, on ne rentre pas entre un local poubelle et une chambre. Hein. Quand je pousse la porte, il y a un environnement qui vous accueille, qui vous dit bienvenue, quelque chose qui n'est pas de l'ordre du technique. Donc on a proposé, il y avait une salle d'activité ici, ce qui est classique, un truc un peu fermé dans cette unité, de l'ouvrir et d'en faire un vrai salon, ce à quoi les professionnels nous répondent, mais vous ne vous rendez pas compte, nous on est de l'autre côté, si on ouvre, dès que la porte va s'ouvrir, les gens vont s'enfuir, hein, il faut qu'on assure cette sécurité. Donc là on arrive avec une deuxième question qui est, plutôt que se donner tellement de mal de leur empêcher de partir, pourrions-nous considérer ou faire en sorte que les gens aient envie de rester? Ça a l'air simple comme question, mais enfin... et qu'est-ce qui pourrait donner envie aux gens de rester? Qu'il se passe quelque chose, hein, dans ces lieux. Donc, on leur a proposé de réouvrir cette cuisine qui était fermée et de redonner du pouvoir d'agir aux personnes, des opportunités de faire et de s'autodéterminer. Donc là, typiquement, la cuisine, ça a soulevé 1 million de questions. Vous ne vous rendez pas compte, ils vont prendre un couteau et s'égorger. Vous ne vous rendez pas compte, ils vont se brûler. Ah oui, mais et quand ils mangent à midi, qu'est-ce qui se passe avec le couteau? Ah oui, c'est vrai, en fait, il se passe rien. Donc il y a eu un énorme travail sur les stéréotypes. Et puis, cette question de les brûlures du chauffe-lait, en final, on se rend compte que le chauffe-lait est là pour 2 bols de lait. Je ne sais pas vous, mais chez moi, par exemple, quand je chauffe un bol de lait, je n'ai pas un chauffe-lait, je le mets au micro-ondes. Bon. Donc en fait, on les a aidés à déconstruire tout ça. Les modifications sur le plan architectural qui ont été faites, c'est un peu le jeu des 7 erreurs, hein, vous le voyez. Hein, qu'est-ce qui a changé? Le sol. Qu'est-ce qui a changé? On n'a même pas... Tous ces travaux que vous voyez ont été faits par le service technique, ça a coûté très peu cher. On n'a même pas changé toute la table, mais on leur a mis juste un vrai plateau en bois, quelque chose qui génère un peu autre chose que du mélaminé. On a changé l'éclairage, on a changé les couleurs, et puis on leur a mis du vrai mobilier. Je ne vous montre pas toutes les images, on pourrait en parler pendant longtemps, mais
Une fois qu'on a fait ça, on leur a dit par contre, vos 9 chariots, parce qu'ils avaient typiquement 9 chariots, ils en étaient même au stade d'avoir un chariot bibliothèque, puis un chariot goûter, puis ils envisageaient même un chariot aquarium, ce qui était un peu bizarre, mais... Ok, un chariot Snozelen, un chariot fin de vie, un chariot linge, un chariot... Donc 10 000 chariots, donc moi j'ai dit c'est bien, mais en fait, je ne sais pas vous, mais chez moi, je n'ai pas des chariots. Par contre, j'ai les bonnes choses aux bons endroits dans les mobiliers qui sont faits pour stocker ces choses-là. Voilà. Donc ça a été un travail qui était grand. On a fait ça juste avant, c'est l'hôpital qui commence à faire ça en 2017. Grâce à des fonds de la Fondation de France, ils répondent à ça sur le volet humanisation des soins. C'était quand même assez intéressant qu'ils envisagent une intervention environnementale comme une façon de réinventer leur projet de soins. Et puis entre-temps, le Covid est arrivé. Donc ils ont 4 unités psychogériatriques. Ils se disent, on tente, et puis si ça marche, on déploie, mais on va déployer un par un. Arrive le Covid. Donc on ne peut pas retourner évaluer, parce qu'on voulait quand même vraiment évaluer. N'empêche que cette unité, pendant le Covid, a extrêmement bien fonctionné, pendant que les autres, c'était très très difficile. Et puis au bout de peu de temps, ils nous disent, en fait, on a fait toutes les autres unités d'un coup l'année qui a suivi, parce que ça a tout changé. Donc après Covid, on a pu revenir pour faire une évaluation donc post-occupationnelle. La plupart des personnes qui étaient au sein de l'unité, c'était difficile d'avoir de vrais échanges sur le plan verbal. On avait plutôt fait de l'observation et de l'écoute. Mais là, on a fait un travail avec les familles et les professionnels et de dire, donc plus vous voyez les mots qui sont grands, plus il y avait de la récurrence dans le discours, dans le cadre des échanges qu'on a menés. Près d'une trentaine d'entretiens qui sont menés. Les gens disent, ah là là, qu'est-ce que c'est agréable, on se sent chez soi, qu'est-ce que c'est beau. Alors cette question de la beauté, c'était quelque chose qui m'intéresse bien parce que dans ce type de milieu, on se méfie, c'est comme dans le milieu académique, on se méfie de ce qui est beau. Non, si c'est beau, ça ne va pas être adapté. Académique, si c'est beau, c'est pas sérieux. Si c'est beau, ça va être cher. Si c'est beau, c'est fragile. Non, voilà. N'empêche que quand on regarde cette question de la définition de ce qui est beau, qui est agréable et qui cause du bien-être, on a dit quoi? Une seule chose, la beauté est un facteur majeur de santé et de santé mentale, et ça n'est jamais ou rarement mobilisé dans le cadre des prises en charge. Et pourtant, il y a vraiment d'immenses possibilités autour de ça. Il y a notamment tout un travail qui a été mené par Alain de Botton, qui est philosophe autour de l'architecture du bonheur, et qui nous explique cette chose-là. Vous voyez ce lieu et vous dites « Ah là là, qu'est-ce que c'est beau !» Qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on dit ça? On se dit une chose, qu'est-ce qu'on serait bien ici, là, non, en train de boire un verre ensemble. Donc quelque chose de l'ordre que la beauté est une promesse du bonheur. Et donc pour citer textuellement Alain de Botton, qualifier de belle une œuvre architecturale ou de design, c'est reconnaître en elle la capacité, enfin notre épanouissement personnel. Alors ces lieux, ah là là, qu'est-ce que c'est beau, hein. Moi je me dis, quand on rentre dans ces unités psychogériatriques, est-ce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais être bien là? Non, pas trop, mais... Deuxième item qu'on évalue avec les personnes, les professionnels, c'est alors vos résidents, parce qu'ils ne faisaient que nous dire d'abord, quand on disait, est-ce que vous pouvez nous parler des gens qui sont ici? Avant, ils nous disent, ici c'est simple, on a des démons et des grabataires, c'était les vocabulaires employés, des GIR 1, des GIR 2, enfin voilà, on n'avait que des choses qui étaient très très difficiles en termes de discours, et là on repose les mêmes questions, c'est pas tout à fait la même équipe, parce qu'avec le Covid, il y avait eu du turnover, etc. Mais alors, et là ils nous disent, ah là là, mais les gens ils sont apaisés, ils sont bien, ils participent, et vous, professionnels, le premier retour, que la raison pour laquelle l'hôpital a investi d'en faire les 3 autres unités l'année d'après, c'est qu'en très peu de temps, ils ont eu très très grande diminution des arrêts de travail, arrêts maladie, turnover. Et alors là, sur le plan économique, c'était la première valeur. Voilà. Et sur le regard porté sur les résidents, l'autre chose que nous disait le médecin, c'est depuis qu'on a fait ça, il n'y a plus de contention. Plus aucune contention, ni chimique, ni physique. Pourquoi? Parce que les gens sont bien. Et puis les professionnels à la fin nous disent, mais en fait, nous aussi on est bien. Non? Pourtant, ça leur demandait beaucoup plus de travail, cette cuisine ouverte, tous ces lieux qui sont redevenus ouverts, tout ce ménage à faire. Au début, on a eu toute une série de levées de boucliers. Et ils se disent, c'est plus humain et on a beaucoup de chance de travailler là. Ça, c'est ce que les gens disent, fort d'impact sur la culpabilité qui était immense. Et l'autre point qui a été majeur pour l'établissement, c'est dans ces unités, ils n'avaient plus de problèmes relationnels avec les familles, ils n'avaient plus de plaintes en fait. Pourquoi? Parce que les gens se sentaient moins coupables. Pourquoi? Parce que quand on ouvre la porte, on se dit « Ah là là, qu'est-ce que mon proche va être bien là ». Puis on retourne s'immerger. Parce que les professionnels disent aussi « On est un peu chez nous ».
On retourne s'immerger, et on retourne s'immerger notamment dans les unités qui ont été transformées sans les 18 réunions, etc. Et que voit-on ? Que voit-on ? On voit la cuisine ouverte qui est refermée par le chariot de ménage. Que voit-on ? Les tables réalignées, l'aide-soignante à l'intérieur qui assigne des places et qui dit « Ne bougez pas, madame machin, je vais vous servir ». Que voit-on ? La vaisselle qui réarrive. J'étais affligée. La promesse du bonheur est-elle tenue ? C'était ça la question. La beauté est une promesse du bonheur. Je vous montrais la vue sur la plage. On peut se faire quitter et manger quelque chose d'horrible, terriblement cher. Se dire, qu'est-ce qu'on serait bien ? Et puis finalement, non. Donc j'étais assez affligée jusqu'à voir cette dame, parce que parmi les choses en termes d'enrichissement et d'augmentation du pouvoir d'agir, on avait recréé une buanderie. Donc je vois cette dame qui faisait seule le linge sans un professionnel qui lui tombait dessus. J'étais plutôt contente. Donc je vais discuter avec la dame. Et je lui dis, vous étendez votre linge ? Elle me répond, pas du tout. Vous savez, j'aide mes amis. Voilà. Donc en fait, elle n'était pas chez elle, elle était chez les professionnels, donc elle n'était déjà plus à l'hôpital, ça c'était clair, mais elle n'était toujours pas chez elle. À moi, ça m'a posé une question, c'était finalement, n'avons-nous pas contribué avec notre action à rendre supportable quelque chose qui ne l'est pas ? Mais ça, c'est une autre question. Donc là, quand on a fait tout ce travail de restitution auprès de la direction, on a été remonter le fil, essayer de comprendre où est-ce qu'on s'est raté dans cette affaire. Plusieurs choses ratées. D'abord, en fait, ils ne sont pas allés au bout de la désinstitutionnalisation. Et le premier marqueur clé, ils ont laissé aux soignants leur blues. Ensuite, ce qui était assez clair, c'est que quand on a discuté avec les professionnels, ils nous racontaient, ils nous parlaient de leur poste comme moi, je fais ce qu'il y a dans ma fiche de poste. Et dans ma fiche de poste, il y a marqué « servir le repas ». Il n'y a pas marqué « aider les habitants à mettre la table ». Il n'y a pas marqué « faire le ménage avec les gens ». Et puis, on a regardé aussi le contrat de séjour, parce qu'en fait, les règlements, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, quels risques les gens prennent quand ils font telle et telle chose. Et donc, on se rend bien compte qu'il ne s'agissait pas seulement de réinventer le cadre de vie, mais la totalité des dimensions institutionnelles pour que l'expérience de vie, parce que c'est bien de ça dont on parle, soit réellement transformée et qu'on puisse avoir finalement une pérennisation du changement culturel, j'allais dire le cadre architectural, exceptionnel levier de transformation, mais derrière, immense travail de pérennisation parce qu'on peut dévoyer au quotidien un environnement par des pratiques professionnelles. Là, je vous parle que dans le cadre d'unités psychogériatriques, je pourrais vous montrer des choses incroyables dans le champ de l'autisme et d'univers plutôt liés dans le handicap, à quel point on peut aussi, par la posture, polluer ces lieux-là. Et donc, je voulais finir, vous connaissez sans doute cette citation, mais moi j'aime beaucoup Philippe Corten, psychiatre, qui disait, voilà, pour évaluer la qualité de vie, il faut qu'on s'intéresse aux réalisations, à l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de décider pour soi-même, la liberté, la compréhension du monde qui nous entoure, la beauté et les joies de la vie quotidienne. Voilà. Et ça, je pense que de pouvoir penser des interventions 360, et je reviens en tant que l'environnement support d'une intervention thérapeutique ou d'accompagnement, de pouvoir se dire finalement selon quelle dimension et selon quelle valeur on va le faire et comment est-ce qu'on va mobiliser tous ces éléments-là. Voilà, donc c'est un fragment de tout ce qu'on fait à l'agence. On a la chance d'avoir des porteurs de projets qui nous amènent chaque jour des choses plus compliquées. Et en ce moment, typiquement, on intervient pour la création des unités résidentielles pour des personnes atteintes des troubles du spectre autistique cas complexe, des gens qui sont sous contention chimique et physique à l'hôpital psychiatrique, qui en général ont une maladie rare en plus du spectre autistique qui majore leurs troubles, et pour lesquels aujourd'hui on se dit, et si demain on voudrait leur offrir un environnement plus digne, comment pouvons-nous faire cela ? Évidemment par une action croisée, et là l'environnement, encore une fois, a un rôle majeur. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à vous intéresser en tant que praticien ou chercheur au lieu dans lequel se déroulent ces choses, parce que beaucoup d'indicateurs sont présents et donnent du sens à ce que vous êtes en train d'observer. Il n'y a pas que la pathologie des personnes, ni la médication qu'ils ont. On peut agir de manière non intrusive sur tout ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. De nouveau,
Je suis impressionné par la qualité des 3 interventions qu'on m'a demandé de modérer. Donc merci beaucoup. Ça me fait penser vraiment à une tension qui existe alors, chez les soignants, qui est d'opposer lieu de soins et lieu de vie, comme si, parce qu'on voulait en faire un lieu de vie, les gens n'allaient plus quitter l'endroit où ils sont hospitalisés, où ils résident. Et c'est un débat constant. C'est comme si, parce qu'on rendait les choses désagréables, les gens allaient plus facilement le quitter, alors qu'il faut plutôt prendre, évidemment, mais vous l'avez tellement bien démontré, l'exemple inverse. Juste pour rebondir sur ça, à l'hôpital, il n'y a pas de doute. Vous n'avez aucun intérêt à ce que l'environnement soit trop agréable. Il faut que les gens sortent vite, non ? Pour qu'on soigne vite et un maximum de personnes. C'est vrai, il n'y a qu'une seule chose à faire, optimiser le travail des personnes pour qu'on puisse... Dans des lieux de vie, là, la question, c'est comment est-ce que s'appuyer sur ces caractéristiques environnementales va venir faciliter les soins. Et ce n'est pas en créant l'hôpital que vous allez faciliter des soins quand on a des personnes qui ont ce type de troubles du comportement. Et pendant longtemps, moi aussi, on était sur cette opposition. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'il n'y a pas d'opposition, c'est une seule et même chose. C'est plus facile de soigner quand on a un environnement qui soutient que quand on est dans un environnement qui lui-même génère des troubles, en fait. Y compris chez les professionnels, d'ailleurs. Hein. Qui soutient les capacités de la personne, effectivement, à être le mieux possible. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? J'en vois une là-bas au bout. Le temps que le micro arrive, je vous rappelle que juste après, il y aura les cérémonies de clôture, la distribution des prix des posters, et puis également l'annonce pour le 6e congrès de la SF3PA. Alors moi, j'avais une question justement sur le côté architectural, mais plutôt axée sur la décoration. Est-ce que vous constatez dans les choix de décoration que vous faites un effet de génération peut-être? Parce que je constate que là, c'est très contemporain. Alors c'est très beau, mais notamment, je pensais dans les fameuses UHR et unités protégées. Est-ce que vous devez adapter la décoration à la génération que vous ciblez? Alors, il y a une question de génération. Pour moi, il y a plutôt une question de culture. On observe que c'est pas du tout pareil d'avoir grandi dans le Paris 16e qu'au fin fond de la Lozère, qu'en bord de mer à Cannes, par exemple. Et ça, c'est des marqueurs qui sont bien plus présents en termes de choix décoratifs que la question de l'âge. Et on est assez étonnés. En fait, les gens ont souvent des meubles depuis très longtemps. Pour autant, quand on leur laisse le choix, ils ont souvent tendance à préférer des choses plus modernes. Mais ils ont conservé leurs choses parce qu'il y avait une charge affective. Ça, c'était la table de ma mère. Et puis ça, je l'ai reçu quand je me suis mariée. C'était il y a 60 ans, mais je l'ai encore, etc. Mais quand ils vont choisir eux-mêmes leurs meubles, ils ont vraiment tendance à choisir des choses plus modernes. Et de manière globale, abandonnons nos stéréotypes sur ces questions. Je ne sais pas ce qui est bien. Par contre, on observe que quand on vient avec des catalogues de décoration d'enseignes lambda, vous savez, où il y a bien tous ces styles, là je ne signerai pas d'enseigne, mais en fait les gens peuvent se prononcer, et dire ah c'est joli, ça, voilà, on utilise beaucoup, là je ne vous ai pas parlé des méthodes, mais on a beaucoup de médias de co-conception, y compris pour des personnes qui sont non-verbales, et je pense que voilà, il faut surtout s'abstenir de décider. Par contre, une chose qu'on observe beaucoup, c'est toutes les personnes qui vivent là n'ont finalement qu'une seule chose en commun, leur besoin d'accompagnement. Elles n'ont souvent pas le même âge, elles n'ont pas la même histoire de vie, elles n'ont pas le même goût, elles n'ont pas la même catégorie socio-professionnelle. Et pourtant, l'environnement qui leur est proposé est très homogène. 15 fois le même fauteuil, la même couleur partout. Nous, on travaille beaucoup sur de la différenciation, 15 fauteuils différents. Le salon qui n'est pas comme la salle à manger, qui n'est pas comme ça. Et plus on va aller vers de la diversité, et plus je vais me garantir que peut-être je vais augmenter mes chances de satisfaire ce qui plaît à telle personne, ou même des choses qui sont purement morphologiques. Les ergothérapeutes ont tendance à dire il faut des fauteuils gériatriques qui sont hauts, on s'en relève facilement. C'est vrai, mais si je fais 1m50, en fait, je n'ai pas les pieds qui touchent par terre quand je suis assis sur le fauteuil. Ça me donne l'impression d'avoir 4 ans. En fait, quand on est plus petit, il faut un fauteuil plus petit. Et c'est quoi le problème d'avoir des fauteuils plus petits? Et c'était assez intéressant sur ces questions de fauteuils petits. On en a mis un dans une unité. Je pourrais vous parler des rocking chairs, après ça fait toujours un grand débat, mais... les professionnels disent c'est pas adapté. Je dis enfin je touche les pieds par terre, et une autre dit vous voyez mais je m'assois dans le petit fauteuil là, ça prouve à tout le monde que je suis encore capable de m'en relever. Et je trouve que c'est aussi très intéressant de voir à quel point on va être capable de créer des environnements qui vont mobiliser les compétences restantes chaque jour plutôt que de partir de la plus grande déficience, et en fait ça va tuer toute forme de mobilisation. Voilà, donc de la diversité
et on minimise le risque de se tromper parce que les gens ne vivent pas très longtemps dans ces lieux, ça tourne beaucoup. Voilà un peu les conseils d'éco, je veux dire, qu'on peut avoir. Une petite curiosité malsaine. Comment on vous interpelle d'ordinaire? Vous répondez à des appels d'offres de direction bienveillante, on va dire, ou un chef d'unité vous demande un devis sous la table pour voir combien ça pourrait coûter, et puis qui décide et tout ça. En pratique. En pratique, aujourd'hui, on choisit nos clients pour une raison très simple, c'est que cette histoire de la promesse du bonheur pas tenue, ça nous fout en l'air. Enfin, moi, je sors de là, j'ai mal au ventre, mon équipe, elle a mal au ventre, et on a menti à tout le monde. Ça veut dire que la première chose aujourd'hui qui nous fait choisir un projet, c'est on se prend en face avec la direction et on les challenge pour voir est-ce que oui ou non, ils sont prêts à tout ce que ça implique. Et tout ce que ça implique, c'est du partage de la responsabilité, de la prise de risque, du changement de culture institutionnelle, etc. Et c'est seulement si on a validé tous ces éléments-là qu'on va y aller. En interne, il y aura peut-être des résistances au changement. Il y a souvent de la résistance au changement, parfois y compris par des cadres, hein, notamment des médecins, par exemple, qui peuvent percevoir d'un mauvais œil certaines choses. Mais ça, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut que la direction, elle soit absolument convaincue et qu'elle s'engage à tout ce que ça implique derrière. Parce que sinon, on va créer des attentes qui seront... on va renforcer la déception. Quand vous voyez la première photo que je vous montrais, les gens ne sont pas déçus. Hein. Vous rentrez là, vous savez à quoi vous attendre. Les gens, c'est un hôpital. Dans un hôpital, les gens sont patients. Que font-ils? Ils attendent. Hein, voilà. Mais quand on fait ça, ça génère beaucoup d'attentes. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait. On ne répond pas à des appels d'offres, parce que tant qu'on ne sait pas parler, voilà. Enfin, on a la chance de pouvoir faire ça. Voilà. Merci beaucoup, hein, c'est passionnant. Moi, j'avais une petite remarque et après une question. Je suis aussi neurobiologiste dans la vie et j'ai fait une partie de ma thèse sur des souris modèles de maladie d'Alzheimer, les souris SMP8 qui naturellement développent une maladie d'Alzheimer. Et ça m'a fait écho sur des souris. Hein. L'histoire de l'environnement enrichi. En fait, le sujet de ma thèse, c'est l'effet de l'environnement enrichi sur le vieillissement de ces souris. Donc on avait des souris contrôle qui étaient dans une cage standard qui n'avaient rien à faire. Et des souris enrichies socialement, les cages étaient plus grandes, elles étaient plus nombreuses. Et on changeait les jeux tous les 15 jours, on changeait les couleurs, les formes, les textures, etc. On n'a pas amélioré les performances cognitives de nos souris, soyons honnêtes. À 9 mois, ce qui est jeune hein, pour une souris, elles étaient toutes dégradées sur la piscine de Maurice, qui est le petit test, une super piscine, où on leur fait apprendre la place d'une plateforme. Par contre, les paramètres qu'on améliorait, c'était les paramètres comportementaux. Alors, d'une souris, hein, mais... Donc, d'une souris, hein, je mets bien entre guillemets, l'anxiété, façon souris, et la dépression qu'on appelle en langage souris, le désespoir comportemental. Et on n'est que sur une souris. Ah, c'est déjà bien une souris. Hein. Donc, on se dit, rien que ça, et quand on voit là, chez un individu, alors, les souris sont très sociales, hein, elles aiment vivre en groupe. Mais voilà, c'est frappant quand même, et ça se retrouve même sur une souris. Donc je pense qu'on a plein de choses à faire. Et alors, ma question derrière, qui n'a pas vraiment grand-chose à voir, mais c'est pas grave, c'était plus pour les personnes, notamment avec autisme. Est-ce qu'il y a des couleurs ou des matières à privilégier ou à éviter au vu de leur profil sensoriel? Alors, grande question. Alors... On a souvent fait une valeur corrélité quand on découvre dans le champ de l'autisme, on a des profils sensoriels qui sont très très différents. Ça veut dire qu'une personne va avoir une obsession pour le jaune, ne pouvoir manger que des choses jaunes et toucher que du jaune, etc. Alors que ça va générer une aversion totale et ça crée d'ailleurs une immense complexité dans la conception des lieux de vie collectifs parce que du coup, on a des gens qui ont un profil opposé qui doivent vivre au même lieu. D'ailleurs, enfin bon, nous, ça nous questionne pourquoi faisons-nous des lieux de vie collectifs pour des gens qui... mais ça, c'est une autre question. Je pourrais vous raconter ça si vous voulez. Et donc,
on observe que non, il n'y a aucune étude solide, scientifiquement démontrée, qui permet de dire que ça, c'est mieux que ça. Là, encore une fois, je pense que l'objectif, c'est de pouvoir avoir un panel et de permettre à la personne de trouver elle-même quelque chose dans lequel elle est bien. Et c'est vraiment dans la diversité qu'on va pouvoir créer ça, et aussi dans la modularité, c'est-à-dire créer des environnements qui peuvent s'enrichir petit à petit au fur et à mesure que certains troubles sont stabilisés, où on va pouvoir mettre et remettre. Par contre, des choses qui sont très claires, tout ce qui est traitement acoustique, ça génère du mieux-être, mais ça, en fait, c'est vrai pour tout le monde. Dans l'autisme, c'est clair, mais quand vous êtes pendant 8 heures en 80 décibels dans le métro, en fait, ça augmente le stress chez tout le monde. Voilà, c'est physiologique, en fait, le bruit génère du stress. Voilà. Mais une chose qui était intéressante dans le champ de l'autisme, c'est qu'on a tendance à faire des petites pièces, une fonction, une pièce, etc. Ça offre très peu d'opportunités, en fait, pour les personnes. On a travaillé sur la base de parole, notamment dans le cadre d'un IME, des enfants porteurs sur des lieux plus ouverts et sur ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils voulaient, c'était manger avec la copine qui n'était pas dans sa pièce. Ils voulaient ce que veulent des enfants, en fait, quand même. Et donc, on a travaillé sur créer des lieux plus ouverts, mais avec beaucoup de cabanes et d'alcôves, et leur offrir eux-mêmes du choix et miser sur leur capacité d'autodétermination et de trouver eux-mêmes leur propre régulation sensorielle. Et au final, c'est un établissement dans lequel on avait construit des classes, mais il y a eu tellement moins de troubles du comportement qu'ils ont réduit la médication, que ces jeunes ont pu apprendre et qu'aujourd'hui ils sont scolarisés en milieu ordinaire. Donc c'est pour dire qu'on a vraiment un levier qui est très important et qu'on a besoin d'avoir des démarches expérimentales aussi sur ces questions, là. Oui. Encore 2 questions, je pense, 3 même peut-être, ou là-bas. Oui. Bonjour. Oula. Moi, je suis psychologue en EHPAD et aussi dans des secteurs fermés. Et je ne sais pas si vous allez avoir la réponse. En tout cas, je tente. J'ai déjà essayé de soumettre à ma direction des modifications environnementales pour que ça réponde plus aux besoins, que ça ressemble plus à une maison qu'à un hôpital. Et la réponse qu'on m'a apportée plusieurs fois, c'est que ça ne répondait pas aux normes incendie, qu'il y allait avoir trop de choses, que ce n'étaient pas des meubles qui étaient adaptés. Alors moi, je me questionne sur l'adaptation, mais manifestement, c'est possible. Bien sûr, ça a été le premier résultat de ma thèse. L'objectif dans ma thèse, c'était de transformer des lieux de vie pour les rendre domestiques et de démontrer ce que ça faisait sur la qualité de vie, les comportements, les relations entre les personnes. La principale chose qu'on découvre, en tout cas les gens me disaient à la fin, alors qu'est-ce que tu as appris de ta thèse, c'est que la norme existe surtout dans la tête des gens. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait des tas de choses qu'on pouvait faire dans des établissements qui étaient absolument impossibles dans d'autres parce que la comptable refusait d'acheter une horloge qui n'avait pas un PV non-feu, alors que dans d'autres, ils allaient à Emmaüs récupérer des choses. On est quand même en France, qui n'est pas un État fédéral, la même loi s'inscrit partout. Donc on a mené un très grand travail avec l'ANESM, notamment à l'issue de ces travaux de thèse, pour écrire de manière très simple un outil, qui est d'ailleurs téléchargeable avec ce QR code, qui est un guide en termes de normes et qui permet d'avoir un document opposable aux pompiers et qui rappelle ce qu'est la norme. Et donc la norme, pour le dire de manière très très simple, la plupart des établissements médico-sociaux sont classés de type J, il n'y a plus d'oxygène dans les murs, la chambre est considérée aux yeux de la loi en matière de sécurité incendie comme leur domicile, ils peuvent y mettre ce qu'ils veulent, les pompiers ne rentrent même pas. Voilà. Et puis concernant les aménagements communs, en fait, tout le mobilier qui n'est pas fixe, c'est-à-dire, pour être très grossière, qu'on pourrait jeter par la fenêtre s'il y avait le feu, il n'est pas soumis à contrainte en matière de sécurité incendie. Et quand bien même il serait du gros mobilier, et là, vous voyez bien, dans certains hôpitaux, Antonin Balmès notamment, on a de vieux confituriers, des sœurs, je ne sais pas quoi. Comment peut-on trouver le confiturier des sœurs à l'hôpital ? Il n'y avait pas de PV non-feu en 1837. En fait, on a un classement conventionnel des matériaux qui vous dit que dès que le bois fait plus de 18 mm, on est conforme. Vous pouvez acheter n'importe quoi, n'importe où, il suffit de le mesurer. Mais c'est tellement facile d'interdire de faire des choses sous couvert de la loi. Pour stériliser la pensée, on dit c'est pas aux normes. Donc moi, à chaque fois qu'on me dit oui, mais ça, vous savez, on n'a pas le droit. Ah bon ? C'est marqué où ? Les gens ne savent jamais vous dire la norme. Mais on a besoin d'être toujours en réflexion face à ces questions-là. C'est quelle norme, quel texte ? Et de rappeler aussi qu'en France, le droit est opposable. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas formellement interdit est autorisé. Dans les institutions, nous, on observe que tout ce qui n'est pas formellement autorisé est interdit. Ça en fait un monde à part, quand même. Voilà.
Donc il faut lutter sur ça. Alors très rapidement, les 2 dernières questions. Non, une seule alors. Très alors, bien. Je peux ouais. Très rapidement, il y a un débat sur est-ce qu'il faut créer des EHPAD spécifiques pour les EHPAD publics avec des pathologies psychiatriques type schizophrénie vieillissante, etc. Est-ce qu'il y a des expérimentations de création de novo de ce type d'établissement et si oui, à quoi ça pourrait ressembler? Alors il y a déjà beaucoup de personnes qui ont des troubles psychiatriques dans les EHPAD. Et en ce moment, c'est intéressant, on accompagne un établissement à Aubervilliers et où en fait 70% de la population, c'est des anciens SDF. Et ils viennent là parce qu'enfin, ils ont le droit à 65 ans à un gîte couvert et du linge, ce qu'ils n'avaient pas avant. Et la plupart présentent des troubles quand même psychiatriques assez importants. Et ça challenge pas mal les professionnels. Est-ce qu'il faut des choses spécifiques? Je ne sais pas. Par contre, clairement, c'est pas des gens qui se laissent institutionnaliser. C'est des gens, par exemple, qui s'en fichent d'avoir leur propre salle de bain. Enfin, là, je vous donne un exemple. Qui sont envahis par leurs affaires et qui vont avoir tendance à mettre leurs affaires plutôt dans le couloir qu'à l'intérieur, mais qui ne peuvent pas négocier leur liberté. C'est-à-dire qu'ils veulent sortir, ils veulent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et si on les contraint à ce moment-là, ça va générer des troubles majeurs. Et là, on voit que ça challenge plutôt des questions d'accompagnement que spatiales, et où certains ont préféré, quand on a mené des ateliers, sur qu'est-ce qu'eux, ils souhaiteraient, plutôt des formes de colocation, en fait, moins d'espace privatif. Mais ça, je pense on est capable, au sein d'une même structure, d'avoir plusieurs modalités d'accompagnement. C'est déjà le cas. Pourquoi on ne pourrait pas avoir plusieurs modalités architecturales? Pourquoi on fait 60 fois la même chambre? Voilà, moi, c'est ça qui m'interpelle le plus. Et après, l'âge, on a déjà des gens qui ont 80 ans et d'autres 120 dans les établissements. Il y a 2 générations, vous voyez, c'est... voilà. Donc, merci beaucoup encore à toutes et trois. Et donc, pour la cérémonie de clôture, je propose d'appeler Laurence Petit, Elisabeth Cruxec, Marie-Christine Géline Arjot, Stéphanie, tu restes avec nous. Et je ne sais pas, où est Samuel, peut-être aussi. Oui, bien. On va faire rapidement, merci beaucoup.